T'es-tu déjà demandé pourquoi la Terre n'a pas d'anneau? Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en ont. Mais les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Deux théories décrivent la façon dont les systèmes d'anneaux se sont potentiellement développés. La première stipule que les anneaux seraient nés à partir de restes datant de l'époque où une certaine planète se formait. Ou bien, comme l'avance la seconde, ils pourraient être les restes d'une lune qui a été soit détruite lors d'une collision, soit brisée par la force gravitationnelle de sa planète mère. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les géantes gazeuses ont des anneaux, mais ils pensent que cela pourrait être dû au fait qu'elles se sont formées dans le système solaire extérieur. Les planètes rocheuses se sont formées dans la zone intérieure de notre système solaire. C'est pourquoi elles étaient mieux protégées des impacts et collisions potentielles qui auraient pu former des anneaux autour d'elles. Ou bien, la raison est que les planètes plus grosses ont un plus grand volume, ce qui permet à un système d'anneaux de rester stable. Certains scientifiques pensent que notre planète a bel et bien eu un système d'anneaux il y a longtemps. À ses débuts, un objet de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui a probablement donné lieu à un anneau dense de débris. Mais son système d'anneaux a très vite fusionné. Et c'est ainsi que notre Lune s'est formée. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau à environ 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus ancienne source d'eau que nous connaissions. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il en a 13,8 milliards. Ce nuage inhabituel est aussi la plus grande source d'eau que nous connaissions. Il contient 140 trillions de fois la quantité d'eau que la Terre contient dans ses océans. C'est colossal. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce nuage de vapeur est en quelque sorte en train de nourrir un trou noir. Il pourrait contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour aider son trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. Nous savons tous que la Terre a une lune. Mais il y a deux autres astéroïdes, 3753 Kruitn et 2002 AA29. Verrouillés dans des orbites co-orbitales avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec elle, si bien qu'il semble suivre la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre, 2002 AA29, suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique le rapproche de nous tous les 95 ans. On pourrait s'attendre à ce que Neptune soit un endroit extrêmement froid et sombre. Après tout, c'est une géante de glace située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune ne reçoit pas une grande quantité de lumière du Soleil, si bien qu'à midi, la luminosité y est semblable au crépuscule sur notre planète. Mais cette géante de glace semble créer sa propre chaleur. Pour être précis, 2,6 fois plus de chaleur qu'elle ne reçoit de Soleil. Cela est probablement dû à toute la pression qui règne près du noyau de la planète. Elle construit et libère de l'hydrogène qui maintient le centre de Neptune à une température folle de 5150 degrés Celsius. Mais son atmosphère est encore assez froide. La température varie entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius. À quelle forme penses-tu lorsque quelqu'un mentionne les tempêtes? Probablement aux longs ovales des ouragans et aux cônes des tornades. Mais cela n'est valable que sur Terre. Au pôle nord de Saturne, une tempête fait rage depuis au moins 40 ans. Et elle a une forme hexagonale. Une forme aussi bizarre a probablement quelque chose à voir avec les gaz turbulents de Saturne, ou peut-être même avec les jets zonaux qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans une région de pression extrêmement élevée. T'es-tu déjà demandé pourquoi les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles le font? Le fait est que si tu étais dans l'espace, tu ne les verrais pas du tout scintiller. La raison pour laquelle nous voyons les étoiles scintiller est due à l'atmosphère de la Terre. La lumière de la taille d'une épingle provenant d'une étoile frappe l'atmosphère. L'atmosphère la réfracte ensuite, ce qui envoie la lumière en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes nous paraissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Et oui, leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère. Mais ces mouvements s'annulent mutuellement. C'est pourquoi nous ne voyons pas de scintillement, mais seulement une lueur régulière. Dans certaines régions, tu peux ressentir de grands changements de température. Par exemple, dans le Montana, où en une seule journée, les températures sont passées de moins 48 à 7 degrés Celsius. Cela semble beaucoup, mais c'est insignifiant comparé à Mercure, où les températures ont tendance à varier de plus de 600 degrés Celsius en une seule journée. Elles commencent à moins 170 degrés la nuit et montent à 430 degrés Celsius pendant la journée.
Imagine la valise que tu devrais préparer pour une seule visite de 24 heures sur Mercure. Pourquoi l'atmosphère de notre planète natale ne s'évapore-t-elle pas pour disparaître dans le vide de l'espace? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont notre atmosphère est composée ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules subissent l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ces molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et elle a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste au même endroit. Quand tu penses au volcan, tu imagines probablement de la lave chaude et fondue qui en sort. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne sur Terre. Dans l'espace, les volcans peuvent cracher du méthane, de l'eau ou même de l'ammoniac. Là-haut, un volcan peut aussi cracher des matériaux spécifiques qui gèlent lorsqu'ils entrent en éruption. Ils se transforment alors en vapeur gelée et en une sorte de neige volcanique. C'est un phénomène courant sur les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que sur Pluton et sur Titan, la lune de Saturne. On les appelle les cryovolcans, et Io en abrite des spécimens extrêmement actifs. Là-bas, tu verras des centaines de cheminées avec des panaches de vapeur gelée qui s'étendent sur environ 400 km. Et les véhicules de la NASA ont même capturé certaines éruptions en temps réel. Boum! Planètes, lunes, astéroïdes, comètes, étoiles, tous ces objets peuvent entrer en collision. Et les galaxies aussi. Notre galaxie, la Voie lactée, est à 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Les astronomes pensent que la Voie lactée est sur une trajectoire de collision qui détruira les deux galaxies dans un avenir lointain. Ou du moins, les galaxies telles que nous les connaissons. Elles se rapprochent de plus en plus vite l'une de l'autre à un rythme effréné, 402 000 km/h. Ce sera chaotique et de nombreuses planètes et étoiles ne survivront pas à la collision. Finalement, ces deux entités massives fusionneront et se transformeront en une galaxie complètement nouvelle et méconnaissable. Mais ne t'inquiète pas, les scientifiques pensent que cela ne devrait pas se produire avant 4 milliards d'années. Si tu veux fusionner deux morceaux de métal, tu sais déjà que la seule façon de le faire est d'appliquer de la chaleur pour que ces morceaux atteignent leur point de fusion. Dans l'espace, tu n'as pas besoin de chaleur pour faire une telle chose, ni d'aucune action particulière d'ailleurs. On appelle cela la soudure à froid, et un tel phénomène se produit lorsque tu fais glisser les pièces de métal les unes sur les autres. Dans ce cas, elles usent leur couche d'oxyde protectrice. Sur Terre, ces couches les empêchent de fusionner, mais dans l'espace, ce type de protection disparaît. C'est pourquoi les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre morceau. Et voilà, ils ne font plus qu'un sans aucun effort. Les scientifiques ont longtemps pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire où une activité tectonique était en cours. Une activité tectonique signifie que les plaques sous la croûte terrestre sont en mouvement. Ce processus libère de la chaleur qui déforme ensuite la surface de la Terre et entraîne son rétrécissement. Mais nous savons maintenant que cela se produit aussi sur d'autres planètes. Mercure rétrécit aussi, et les scientifiques l'ont découvert en 2016 lorsque la sonde spatiale Messenger a tourné autour de la planète et a renvoyé des données importantes. Elle a révélé qu'il y avait des reliefs semblables à des falaises, connus sous le nom de cicatrices de faille, à la surface de Mercure. Comme ces reliefs sont relativement petits, ils ne se sont probablement pas formés il y a si longtemps. Cela signifie que Mercure se contracte toujours, même 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire. La grande tache rouge de Jupiter rétrécit aussi. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète. Elle est rougeâtre, de forme un peu ovale et large de plus de 16 000 km. Oui, c'est assez gros pour avaler la Terre. Et maintenant, elle rétrécit lentement mais sûrement depuis quelques siècles. La grande tache rouge n'est qu'une des nombreuses tempêtes à haute pression qui se produisent sur Jupiter en raison de tous les gaz qui s'y trouvent, ce qui fait de Jupiter une géante gazeuse. Mais ce n'est pas parce qu'elle rétrécit que la grande tache rouge va s'éteindre de sitôt. Elle est même en train de devenir plus haute. Imagine, toutes les planètes du système solaire se réunissent et décident que la Terre doit déménager dans une autre galaxie. Que se passerait-il alors? Eh bien, si la Terre se faisait éjecter du système solaire, disons simplement que les choses deviendraient compliquées. Comme tu le sais peut-être, chaque planète occupe sa propre orbite par rapport au Soleil, garantissant le fonctionnement parfait de notre système solaire. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a des milliards d'années, les planètes et les astéroïdes se heurtaient constamment les uns aux autres.
Il a fallu un certain temps avant que chaque planète ne trouve son orbite personnelle et que notre système n'adopte la formation qu'il a aujourd'hui. Maintenant, comme tu le sais peut-être, le facteur d'organisation le plus important du système solaire est la gravité. La gravité attire chaque morceau de matière vers tous les autres morceaux de matière dans l'univers. Et plus la masse d'un objet est élevée, plus sa force gravitationnelle est importante. Le Soleil représente 99,75% de toute la masse du système solaire. C'est précisément l'attraction gravitationnelle du Soleil qui a maintenu la Terre sur une trajectoire stable. Mais il ne faudrait même pas une rencontre interplanétaire surréaliste pour que la Terre se rebelle. C'est une possibilité réelle. Improbable, mais réelle. Par exemple, si une planète ou une étoile errante se rapprochait du système solaire, sa force gravitationnelle pourrait perturber notre organisation planétaire. Et sais-tu que cela s'est déjà produit? Il y a environ 70 000 ans, une naine rouge a traversé le nuage d'Oort et a semé un certain désordre. Le nuage d'Oort est un cercle extérieur de débris spatiaux situé à la limite de notre système solaire. Il se trouve bien au-delà de Pluton et de la ceinture de Kuiper et entoure le Soleil en une coquille sphérique géante. En plus des 8 planètes et de la ceinture de Kuiper, il existe une autre ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Or, les scientifiques s'attendent à ce qu'une autre naine rouge passe près de notre système solaire. C'est une étoile orange de la constellation de la queue du serpent. Les astronomes s'attendent à ce qu'elle passe près du Soleil dans environ 1,29 million d'années, à une distance d'environ 160 milliards de kilomètres. Cette étoile a environ 60% de la masse du Soleil, ce qui serait suffisant pour causer de grandes perturbations dans notre système. Une fois que l'étoile sera entrée dans notre système, nous pourrons la voir dans le ciel nocturne sans aucun équipement. Ce sera comme regarder un petit point orangé apparaître dans le ciel. Au fil des mois, il deviendra de plus en plus gros jusqu'à ce que nous le voyions aussi pendant la journée. À un certain moment, il deviendra si gros et si brillant que nous ne pourrons plus le regarder directement. Tout comme il ne faut pas regarder le Soleil directement. Mais nous le faisons quand même, n'est-ce pas? À ce moment-là, le ciel nocturne se remplira d'une étrange lueur rouge. Et après quelques mois, l'étoile orange commencera à rétrécir à nouveau. Elle deviendra plus petite que le Soleil, mais alors le Soleil rétrécira aussi. Oui, car le passage de Gliese 170 fera sortir la Terre de son orbite et sa force gravitationnelle nous fera perdre notre alignement naturel. La Terre errera ainsi dans le système solaire jusqu'à ce qu'elle atteigne l'espace. Que se passerait-il avec notre planète si cela se produisait vraiment? Tout d'abord, la Terre quitterait ce que l'on appelle la zone habitable. C'est une région assez étroite du système solaire où la vie humaine peut prospérer. Quel est le secret de sa réussite? De l'eau à l'état liquide. Les astronomes ont découvert que Mercure a aussi de l'eau, mais seulement au niveau de ses pôles nord et sud, où la lumière n'arrive jamais. Pluton, la planète naine située à l'extrémité arrière du système solaire, contient 30% d'eau, mais une grande partie se cache sous une épaisse couche de glace. Si la Terre quittait un jour sa place privilégiée en orbite autour du Soleil, elle voyagerait autour de la galaxie à sa vitesse orbitale de 108 000 km/h. C'est 1000 fois plus rapide que la vitesse de pointe d'un guépard. Plutôt rapide, donc. Au bout de plus ou moins un mois, l'humanité verrait la géante rouge Mars à l'horizon. D'ici là, nous ne recevrions plus que 44% de la lumière du Soleil que nous recevions auparavant. Si quelqu'un voulait donner naissance à une nouvelle civilisation, ce ne serait pas vraiment le moment idéal. Avec une lumière solaire réduite, il serait plus difficile pour les plantes de continuer à faire de la photosynthèse. Donc, la plupart de la flore de notre planète commencerait à périr. Quelques jours après avoir quitté l'orbite de Mars, notre planète serait confrontée à son premier vrai défi: traverser la ceinture d'astéroïdes. C'est une collection de petits corps rocheux et métalliques qui sont surtout des restes du Big Bang, qui a créé notre système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Donc, d'une certaine manière, c'est presque comme si nous voyagions dans le temps.
Heureusement pour nous, la distance entre un astéroïde et son voisin est d'environ 965 000 km. Donc, après avoir passé un astéroïde, il nous faudrait un certain temps avant de tomber sur le suivant. Si nous parvenions à traverser cet obstacle sans dommage, alors nous verrions la première géante gazeuse de notre galaxie, Jupiter. Jusqu'à ce moment, notre fidèle Lune nous aurait suivis pendant notre voyage à l'intérieur du système solaire. Mais attends de découvrir la suite. L'énorme masse de Jupiter pourrait nous voler notre Lune. Après tout, la gravité de Jupiter est 2 fois plus élevée que celle de la Terre. Si notre Lune rejoignait l'orbite de Jupiter, elle ne serait rien moins que sa 80e lune. À ce moment-là de notre voyage, la température atmosphérique de la Terre aurait chuté de façon spectaculaire, jusqu'à environ moins 145 degrés Celsius. La vie sur Terre ne serait donc plus possible que dans des endroits très précis. La plupart de l'eau de notre planète aurait gelé à ce moment-là, mais seulement à la surface. L'activité du noyau de la Terre réchaufferait encore nos océans par en dessous, permettant à la chaleur de s'échapper et de maintenir une partie de l'eau à l'état liquide. En fait, le noyau de la Terre resterait actif pendant des milliards d'années après qu'elle ait quitté son orbite. Dans ce scénario, les microbes vivant près des cheminées hydrothermales prospéreraient. Mais peut-être qu'une certaine forme de vie serait également possible près de la chaleur fournie par ces évents thermiques au-dessus de la surface, dans des endroits comme le parc de Yellowstone. Une des rares options pour l'humanité serait de construire des villes profondément enterrées. Ce serait notre meilleure chance si nous voulions préserver la vie humaine sur notre planète. 10 ans après notre départ, nous serions profondément engagés dans le voyage interstellaire. Nous serions à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil, et notre système solaire ne serait donc plus qu'un lointain souvenir. Si tu vivais encore sur la Terre à ce moment-là, tu assisterais probablement à de grandes avancées technologiques. Les humains pourraient construire des villes souterraines entières en utilisant l'énergie géothermique. Nous aurions peut-être même découvert comment transformer la glace en énergie et créer un système durable et abondant pour le carburant. La glace serait aussi notre principale source d'eau. Et, à ce moment-là, le processus de transformation ne serait plus aussi coûteux. Les cultures souterraines prospéreraient, mais certaines plantes s'en sortiraient mieux que d'autres. La mousse, les champignons et les algues seraient d'excellentes alternatives, car ils sont beaucoup plus faciles à cultiver et à faire pousser en grand nombre. Cela signifie que l'essentiel de notre alimentation serait à base de plantes, car il serait sûrement difficile de faire paître des animaux sous terre. L'humanité pourrait continuer à vivre des milliers d'années de cette façon. Si la Terre passait par hasard près d'une étoile possédant une planète habitable, nous pourrions même tenter de nous installer sur celle-ci. Les vols spatiaux deviendraient plus faciles sans l'entrave de notre atmosphère. L'idée de s'aventurer sur d'autres planètes ne semblerait plus aussi surréaliste dans ce scénario. La seule chose que nous préférerions ne pas voir nous arriver, c'est que la Terre se précipite dans un trou noir. Si cela arrivait, disons simplement que nous serions tous transformés en spaghettis. Pas littéralement, mais nous passerions par un processus appelé la spaghettification. Dans ce cas, la planète Terre, et tous ceux qui y vivent encore, seraient étirés verticalement jusqu'au point de, disparaître. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Heureusement, même si tout cela pouvait s'avérer, nous ne serions pas pris par surprise. Grâce aux progrès scientifiques et technologiques, nous serions capables de prévoir si une étoile passait trop près de notre planète. Et même si nous ne pouvions pas arrêter sa course, nous parviendrions très certainement à tout faire pour nous préparer. Et qui sait, peut-être que les générations futures qui regarderont cette vidéo seront surprises de la précision avec laquelle nous avons prédit l'avenir. En juillet, lorsque nous sommes à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud d'environ 2 degrés Celsius qu'en janvier, lorsque nous sommes 5 millions de kilomètres plus près. C'est parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord de la planète que dans l'hémisphère sud, et la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, la surface de sol terrestre chauffée est plus étendue qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette époque, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle semble grande. Ce phénomène s'appelle l'illusion lunaire. L'une des théories visant à l'expliquer prétend que l'atmosphère joue le rôle d'une loupe, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère était impliquée dans cet effet, la Lune aurait l'air non pas plus grosse, mais plus petite.
La plupart des experts pensent que l'illusion est créée par ton propre esprit, pouvant faire apparaître la Lune plus de 2 fois sa taille. Lorsque le satellite naturel de la Terre est haut dans le ciel, tu n'as aucun repère visuel pour savoir à quelle distance il se trouve. Mais lorsqu'il est près de l'horizon, tu peux voir les objets qui l'entourent en détail. Cela fait paraître la Lune plus grosse. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. Au fait, tu peux déjouer cette illusion en te penchant et en regardant la Lune à l'envers à travers tes jambes. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Terre. Il faut en effet à la planète 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même, et seulement 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a propulsé une étoile à partir de lui-même, et elle voyage maintenant à travers la Voie lactée 10 fois plus vite que toute autre étoile. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète d'1 mètre de diamètre, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. La Terre et la Lune s'éloignent progressivement l'une de l'autre, aussi lentement que tes ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle de notre satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre qui, à leur tour, tirent sur la Lune et la font accélérer. Cela déplace le satellite vers une orbite plus élevée. À l'époque préhistorique, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas près de perdre la Lune. Plus elle s'éloigne, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela signifie que bientôt, notre planète ne repoussera plus la Lune avec une telle force. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissons. La prochaine fois que tu te plaindras de la chaleur lors d'une journée d'été torride, souviens-toi que les températures de cette planète peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce qu'elle orbite très près de son étoile, Kelt 9. Cette dernière est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire s'évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens ont réussi à voir dans l'espace à l'aide de télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie sombre. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe si, il y a plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Cela signifiait qu'il devait y avoir une force énigmatique qui contrecarrait la gravité, celle que l'on a surnommée énergie sombre. La soudure à froid est un phénomène dans l'espace où 2 pièces du même métal s'assemblent sans effort et sans chaleur. Il y a environ 700 millions d'années, un événement mystérieux s'est produit et pourrait avoir transformé Vénus en ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, les astronomes ne peuvent pas voir directement la surface de la planète, car elle est recouverte de plusieurs couches d'épais nuages. Mais les missions spatiales envoyées sur la planète ont découvert que Vénus est parsemée de volcans crachant du feu, de montagnes massives, d'innombrables cratères et de gigantesques plaines de lave. Les températures sur la planète sont si incroyablement élevées qu'elles pourraient faire fondre le plomb. Et la pression atmosphérique est si forte qu'elle écraserait instantanément tout être vivant assez téméraire pour y mettre les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages nocifs d'acide sulfurique, dont l'odeur est bien pire que les œufs pourris. Le dioxyde de carbone, le principal composant de l'atmosphère de Vénus, ainsi que le tristement célèbre acide sulfurique, créent un puissant effet de serre. Par conséquent, la basse atmosphère et la surface de la planète sont parmi les endroits les plus chauds de tout le système solaire. Les étoiles à neutrons ont la taille d'une petite ville, mais leur masse est environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles se forment lorsque des étoiles massives meurent et que leurs noyaux s'effondrent sur eux-mêmes. Le noyau continue à se replier sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela fait des étoiles à neutrons parmi les objets les plus denses de l'univers. En fait, une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir cet échantillon et le rapporter sur Terre serait une tâche difficile, car la gravité sur une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité sur notre planète.
À cause de l'effet de la Lune sur la Terre, notre planète tourne de plus en plus lentement. Mais cela est très progressif. Elle perd environ 17 millisecondes tous les 100 ans. Il faudra donc 140 millions d'années avant que nous ne puissions ajouter une seule heure à une journée. Mais cela signifie aussi que lorsque les dinosaures existaient, les jours ne comptaient que 23 heures. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pourquoi les scientifiques peuvent retracer les cratères d'impact qui jonchent la surface du satellite sur des milliards d'années. En datant les cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, tout comme notre planète, a subi un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est également connu sous le nom de cataclysme lunaire et a duré plusieurs centaines de millions d'années. Pendant cette période, une quantité anormalement élevée d'astéroïdes sont entrés en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. La toute dernière théorie scientifique en la matière affirme que Vénus aurait pu avoir un climat agréable et stable pendant des milliards d'années avant que quelque chose ne change la donne. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle d'un monde virtuel semblable à Vénus. Ce modèle a démontré que pendant la majeure partie de son histoire, la planète chaude avait des océans avec de l'eau liquide, des températures adéquates à la vie et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblait à la Terre telle qu'elle était au début de son existence. Les scientifiques supposent que cette période de développement semblable à la Terre a pu durer plus de 3 milliards d'années. Saturne est une planète avec des vents qui se déplacent à plus de 1770 km/h à l'équateur. C'est aussi la planète qui possède les anneaux les plus proéminents. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface. Mais plus tu t'enfonces, plus la pression augmente et l'hydrogène devient liquide. Plus loin vers le centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, Saturne pourrait avoir un noyau rocheux, entouré d'hydrogène et d'hélium. D'un autre côté, même s'il est composé de matériaux rocheux, le noyau peut toujours être liquide. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et leurs efforts ont certainement porté leurs fruits. Toutes les planètes de notre système solaire ont maintenant été explorées, même les planètes naines, Pluton et Cérès. La plupart des explorations ont été réalisées par le programme Voyager de la NASA, qui a débuté en 1977. Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leur système unique d'anneaux et de champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données à la Terre, et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. Le ciel peut sembler assez paisible quand tu le regardes depuis la Terre. Mais la Voie lactée se dirige vers une collision massive avec la galaxie d'Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux régler ton alarme, ces galaxies se rencontreront et aucune ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations seront détruites. Finalement, les deux géantes fusionneront et formeront une galaxie elliptique. Mais selon National Geographic, notre Soleil et la Terre survivront. Toutes les formes de vie sur Terre auront droit à un spectacle splendide lorsque les galaxies se rejoindront.